Anne de Bréjas, vous êtes chercheuse à EDF Recherche et Développement. Vous êtes membre du syndicat Sud Énergie. Alors, vous les voyez comment, vous, ces producteurs indépendants? Comment voyez-vous la concurrence? Oui, comme disait Marc Boudier, il faut distinguer deux choses dans la privatisation du secteur électrique. Il y a le fait qu'il y ait des investisseurs privés sont arrivés dans le parc de production, mais là on ne peut pas parler de concurrence, c'est-à-dire qu'une fois que les moyens de production sont construits, forcément ils vont avoir des débouchés, ils sont sûrs d'écouler leur production. C'est un monopole naturel le secteur électrique, hein. Aussi bien les réseaux que la production, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à construire plus de réseaux qu'il n'en faut, on ne va pas dupliquer les réseaux, et de la même manière, on ne va pas construire plus de moyens de production qu'il n'en faut, parce que ce ne sont que des coûts fixes, des investissements de long terme, et donc ça serait une gabegie. Donc on fait rentrer ces investisseurs privés par des délégations de services publics, comme sur les autoroutes par exemple. Donc la question qui se pose derrière, c'est est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher d'avoir recours à des investisseurs privés ou à des investisseurs publics? Donc ça, on pourrait y revenir. Et nous, on peut vous dire que ça coûte beaucoup plus cher d'avoir recours à l'investissement privé. Parce que, encore une fois, c'est des investissements de très long terme dans lesquels les coûts financiers jouent un rôle très important. Et puis après, il y a la partie en concurrence. Et en fait, la partie en concurrence, elle est limitée à ce qu'on appelle la fourniture. Donc là, il y a un marché et les fournisseurs achètent sur le marché et revendent. Et je pense que c'est la bonne question que vous avez posée, c'est à quoi sert cette fourniture? Ça n'existait pas du temps du monopole, hein. Il y avait un seul opérateur, EDF, qui produisait et puis qui transmettait directement via les réseaux l'électricité aux usagers. C'est vraiment un secteur particulier, l'électricité, hein. On n'a pas besoin d'un détaillant qui irait acheter et puis livrer aux clients. Peut-être choisir son produit au départ et puis le livrer au client. Non, le produit, il est le même pour tout le monde et un fournisseur ne touche à rien, ça c'est transmis directement. Donc on a une activité qui s'est ajoutée, dans laquelle il y a une cinquantaine de fournisseurs aujourd'hui et on se concentre là-dessus sur la concurrence. Alors on peut quand même se demander pourquoi une activité qui aujourd'hui représente à peu près 4% des coûts totaux du système, qui n'existait pas avant, peut apporter quelque chose aux clients. Et évidemment, non seulement ça introduit une complexité énorme, parce que pour que ces fournisseurs existent, il a fallu mettre en place un marché pour leur permettre de se fournir, un marché qui est extrêmement volatile. Il a fallu dupliquer tous les systèmes d'information, dupliquer les équipes qui faisaient, par exemple, la prévision de consommation. Il a fallu développer des équipes commerciales, de démarchage, de marketing, des équipes de traders, donc mettre en place tous les opérateurs de bourse. Donc, tout ça, ça a un surcoût. Et en plus de ça, ça fragilise le système. Ça le rend beaucoup plus compliqué. Et comme c'est un système qui est déjà ultra complexe, puisqu'il faut à chaque instant équilibrer production et consommation, ça le fragilise. Et on voit déjà des problèmes apparaître de type coupure qui sont dénoncés notamment par les gestionnaires de réseau, hein, l'ENSOE, qui est l'association des gestionnaires de réseau, et qui voit apparaître des problèmes de stabilité sur le réseau directement liés au marché. Sur l'augmentation des prix, donc la facture moyenne des usagers, les prix de l'électricité ont augmenté de 60% depuis 2006. Ça s'est repris, c'est montré par l'INSEE. Et Marc Boudier a raison, ce n'est pas tout à mettre sur le compte de la libéralisation, loin de là. Effectivement, il a fallu financer des nouveaux moyens de production, il a fallu financer la rénovation des réseaux. La question, c'est est-ce que la libéralisation, donc l'ouverture, la mise en concurrence, a poussé à la hausse ou à la baisse les prix? Et ça, les choses sont claires, ça a contribué à ces augmentations de prix. Si on revient à comment étaient faits les prix auparavant, donc tout le monde avait un tarif, ce qu'on appelle le tarif réglementé de vente, donc un tarif unique. Alors pour les particuliers, pour les clients particuliers, c'est le tarif bleu que je pense que tout le monde connaît. Et tout le monde avait une grille tarifaire simple. Est arrivée la concurrence avec des offres de marché spécifiques, différentes du tarif réglementé, comme d'abord pour les entreprises. Pour les entreprises, une grande partie d'entre elles ont opté pour ces offres de marché, qui étaient indexées sur les prix de marché de l'électricité, donc encore une fois très volatiles. Les prix de marché se sont envolés et les entreprises ont dit nous, on voudrait quand même revenir au tarif réglementé de vente, est-ce que ça serait pas possible? Donc on a remis un tarif provisoire, on appelait le TARTAM, et la plupart des entreprises sont revenues à ce TARTAM, mais on leur a dit, il y a eu des actions devant l'Union européenne et il y a eu une décision qui a été de dire ces tarifs seront supprimés pour les entreprises. Donc on les a en fait forcés
à venir toutes sur les offres de marché, alors qu'une partie d'entre elles voulait rester au tarif. Ces tarifs réglementés sont restés pour les clients particuliers, pour l'instant. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il y a eu un changement de mode de calcul de ce tarif réglementé de vente. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il était calculé pour que tout le monde paye pareil et puis pour qu'à la fin, ça couvre l'ensemble des coûts du système électrique. Et l'objectif de ce tarif réglementé de vente a changé en 2015. C'est inscrit, tout le monde peut aller regarder dans les textes. L'objectif maintenant, c'est un objectif qu'on appelle de contestabilité et qui dit qu'il faut que ce tarif réglementé de vente soit suffisamment élevé pour permettre à des fournisseurs concurrents d'EDF de faire des offres moins chères que le tarif. Alors, même l'autorité de la concurrence a dit, mais enfin, c'est quand même pas possible. On n'a jamais vu ça dans aucun autre secteur. Ça veut dire qu'on fait du tarif réglementé de vente un prix maximum pour permettre à n'importe quel fournisseur, y compris les moins performants, d'utiliser ce tarif. Et donc, pour faire ça, on a changé le mode de calcul du tarif réglementé de vente qui maintenant reflète la manière dont se fournissent ces fournisseurs alternatifs qui n'ont pas de moyens de production. Donc, c'est-à-dire que une partie est au prix régulé d'accès au nucléaire, là, sur lequel on va revenir, je pense, et une partie est au prix de marché. Et comme le prix de marché a augmenté, eh bien, on peut regarder ça sur les dernières hausses de tarifs réglementés de vente qui ont eu lieu. Celle de 2019, il y a quand même eu une augmentation de près de 8%. Il y a eu encore 4% l'année dernière et là, on vient de nous annoncer une nouvelle hausse. Quand on regarde les décisions de la Commission de régulation de l'énergie sur la raison de l'augmentation de ces tarifs, ce ne sont pas les augmentations de coûts d'EDF, c'est l'augmentation des prix de marché. Donc, c'est directement lié au prix de marché. Mais de toute façon, il ne peut pas en être autrement. Encore une fois, l'ouverture à la concurrence n'a fait que rajouter des coûts. Donc j'ai dit, il y a des coûts de démarchage. Enfin, je veux bien qu'on essaye de gagner un peu de performance sur tel ou tel point, mais enfin, quand on rajoute des équipes commerciales, des démarchages, tout le monde a vu que c'est des démarchages extrêmement fréquents, il faut bien payer les gens. Quand on duplique tous les systèmes d'information, tous les systèmes de facturation, quand on augmente énormément les services juridiques, parce que avant tous les échanges entre les moyens de production, le réseau, c'était des échanges inter-entreprises informels. Maintenant, ça devient tout contractualisé. Et surtout, quand on augmente à nouveau les coûts financiers, eh bien, forcément, il va falloir que quelqu'un le paye au bout du compte. Et ce quelqu'un, c'est forcément l'usager, qui maintenant est devenu client. Juste sur les coûts financiers, hein, je voudrais quand même dire que le système, on parle de la part énergie, hein, on parle de la part production. Pour l'instant, la partie réseau, elle est encore sous monopole public. Donc, la partie énergie, pour le nucléaire, donc il y a l'énergie d'avenir, ça va être du renouvelable et ça va être peut-être du nucléaire, on verra. Le renouvelable, c'est 100% de coûts fixes et essentiellement des investissements sur 25 à 30 ans. Et le nucléaire, c'est 80 à 90% de coûts fixes, donc pas du tout adapté à un marché, sur des échéances là de 60 ans. Donc c'est comme quand vous achetez une maison, quand c'est des investissements sur le très long terme comme ça, selon le taux selon lequel on va rémunérer son capital, donc le taux d'intérêt si on fait des emprunts bancaires ou le taux de rémunération des actionnaires privés, va être déterminant dans le coût total de production. Et quand je dis déterminant, c'est pour le nucléaire, si on se fait rémunérer à 2%, et aujourd'hui l'État français peut emprunter à 0,5% sur 50 ans, donc 2%, ça peut être un taux public, ou si on se fait rémunérer à 9%, ce que demandent généralement les marchés, ça conduit à doubler le coût de production final. C'est pas moi qui le dis, enfin, moi j'ai fait les calculs, mais on regarde la Cour des comptes anglaise sur Hinkley Point, elle écrit dans une étude de 2017, donc Hinkley Point, la centrale nucléaire anglaise, elle dit, si on a un taux de rentabilité exigé des investissements à 2%, on est à 30 € du mégawattheure, si on passe à 9%, on passe à 100 € du mégawattheure. Et c'est documenté partout, c'est documenté par l'Agence internationale de l'énergie, donc là, c'est des surcoûts énormes. Et qui dit surcoût dit, enfin, je pense pas que ça soit les fournisseurs qui piochent dans leur poche pour payer. Donc, à la fin, ça va se retrouver sur la facture des clients. Alors, question suivante, ce projet Hercule dont on nous parle beaucoup. Alors, il est très technique. Il va falloir être très clair, et pour moi, et pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on démantèle EDF? On va en privatiser une partie à la demande de Bruxelles. Laquelle? Est-ce que tout ça, c'est bon pour EDF? Est-ce que c'est mauvais pour EDF? Est-ce que c'est bon pour les consommateurs ou est-ce que c'est mauvais pour les consommateurs d'électricité? Anne de Bréjas.
Alors le principe d'Hercule, pour faire simple, c'est qu'effectivement on part d'une situation qui n'est pas bonne du tout. Comme l'a dit Marc Bourdier, c'est pas tenable. EDF est dans une situation financière catastrophique. Au passage, elle est dans une situation financière catastrophique depuis l'ouverture des marchés. Avant, elle était dans une situation tout à fait saine. Et donc, on a une entreprise qui, pour l'instant, vend à perte une partie de son nucléaire et puis n'arrive pas à investir. On a un patron d'EDF qui nous dit, pour la première fois de notre histoire, on a su électrifier la France, on a su construire un parc hydraulique, un parc thermique, un parc nucléaire. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'investir dans ce qu'il faudrait. Donc, partant de ce constat d'une situation qui ne convient pas, ce que propose le projet Hercule, donc c'est de séparer en 3 pôles, enfin de ce qu'on en sait aujourd'hui, EDF, 2 pôles publics, donc un premier pôle public nucléaire dans lequel il y aurait toute la production nucléaire et a priori aussi la production thermique, un deuxième pôle qui lui aussi serait public dans lequel il y aurait la production hydraulique, enfin les concessions hydrauliques. Donc on reconnaît au passage que toute cette production-là est complètement inadaptée au marché. Et puis un troisième pôle qui, lui, serait plus largement ouvert aux capitaux privés, donc partiellement privatisé, qu'on appelle le pôle vert, et dans lequel on met les autres activités d'EDF, c'est-à-dire en particulier donc la partie commerciale, on l'a dit, les commerciaux d'EDF qui donc achèteront leur production dans les mêmes conditions que les autres fournisseurs via un marché ou via un mécanisme à EDF producteur. On aura les énergies renouvelables d'EDF. On aura le réseau de distribution de manière complètement incompréhensible parce que, par contre, la partie réseau de transport, donc de RTE, elle se retrouverait dans le pôle public. Et puis, on aurait aussi les activités internationales d'EDF, peut-être les systèmes insulaires, enfin, ce qui reste de l'activité. Donc, nous, le problème que ça nous pose, c'est que, une fois de plus, on continue dans cette mise en concurrence du secteur électrique qui est impossible, qui est intrinsèquement impossible, parce qu'encore une fois, quand on a une industrie de réseau où tous les coûts sont fixes, c'est complètement inadapté au marché. On aurait pu revenir sur les prix de marché qui effectivement font n'importe quoi et évoluent au gré des cours mondiaux du gaz et du charbon, alors que l'électricité n'est quasiment pas produite à partir de gaz et de charbon. Enfin, c'est une autre histoire. Donc, au lieu de faire un bilan de 20 ans de libéralisation, qui est franchement un bilan indéfendable, personne nous met un seul argument pour nous dire ce qu'il en est. Enfin, on a dit au début que ça allait faire baisser les prix. Plus personne n'ose dire ça. Maintenant, on nous dit que ça crée de l'innovation. Quand on entend les associations de consommateurs qui disent la seule innovation que nous, on voit, c'est des démarchages agressifs et frauduleux. Ça, je cite une association de consommateurs. Bon. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter, il faut regarder, il faut se dire que on est dans une situation d'urgence climatique, on a des investissements énormes à faire dans le secteur électrique qui est un des piliers de la transition énergétique, puisqu'il va falloir se passer de pétrole et de gaz. Donc on va avoir tout le parc de production dans les prochaines décennies à remplacer, plus le réseau a énormément adapté pour intégrer les énergies renouvelables. On est dans un état de désorganisation avec une entreprise qui va mal, plus personne qui peut investir avec des prix de marché. Et on est en train de, une fois de plus, essayer de réparer un système qui va de mal en pis. À chaque fois, on est obligé de rajouter des mécanismes qui ne fonctionnent pas. Et nous, on dit, non, ça suffit. On arrête ça. Il y a une urgence. On peut démontrer, on a tout développé des argumentations pour dire la façon la plus efficace et la moins coûteuse pour gérer le système électrique, c'est un système public. On a une opposition, enfin des soutiens dans le monde politique, à droite comme à gauche, pour dire nous on ne comprend pas quel est l'argument. Et le seul argument en fait qui est donné, c'est l'Europe qui nous l'impose. Enfin c'est quand même pas acceptable. Donc arrêtons là. Ne faisons pas un pas de plus en essayant de réparer un mécanisme absurde qu'on appelle l'ARENH, peut-être qu'on y reviendra, par un autre mécanisme tout aussi absurde. Il n'y a qu'une seule solution qui fonctionnera, c'est un système régulé. On a besoin de planification, on a besoin d'investissement, et ça c'est le public qui peut le faire. Je voudrais vous demander pourquoi on a failli avoir ce blackout le 8 janvier dernier. Des millions d'Européens ont failli être plongés dans le noir et dans le froid en plein hiver. Il paraît que ça s'est joué à un cheveu. On nous dit que ça va certainement se reproduire. On nous annonce d'ailleurs des pénuries, des coupures d'électricité, des pénuries d'électricité. En 2021, ça paraît absolument dingue. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi en est-on arrivé là ? Est-ce que c'est la faute aux énergies renouvelables qui, comme on le sait, le solaire, l'éolien, ce sont des énergies intermittentes, aléatoires, qu'on ne peut pas stocker ?
Est-ce que c'est de la démagogie écologiste qui veut qu'on soit voué au rationnement ou à la pénurie ? Anne ? Oui, non, je crois qu'il faut... Enfin, on n'en est quand même pas au rationnement et à la pénurie. C'est vrai qu'on partait d'une situation de surproduction en Europe et que il va falloir s'habituer à faire avec moins de surproduction. Il va falloir diminuer notre consommation d'énergie. La stratégie nationale bas carbone, enfin toutes les hypothèses qui conduisent à la neutralité carbone en 2050 montrent qu'il faut diviser par 2 la consommation d'énergie, pas spécialement d'électricité, puisque par ailleurs certains usages il va falloir remplacer le pétrole et le gaz et on va le remplacer en partie par l'électricité. Donc il y a des difficultés effectivement d'équilibrage. C'est pour ça que le système électrique est si compliqué, c'est que ça se stocke presque pas, on va dire, de manière très très difficile. Et il faut vraiment qu'il y ait égalité parfaite à chaque instant sur l'ensemble du réseau européen. Sinon, on peut aller très vite au blackout. Mais bon, les gestionnaires de réseau sont quand même là pour veiller à ce que ça n'arrive pas et quand il y a un déséquilibre, pour isoler le problème et faire des coupures ciblées. Donc il va falloir trouver des moyens de faire en sorte d'intégrer ces énergies intermittentes que sont le solaire et l'éolien et qui ne produisent pas à chaque instant. Alors là, il y a des scénarios qui sont à l'étude, qui notamment RTE justement fait ces scénarios. RTE, grâce à sa situation de monopole, a encore une démarche assez publique là-dedans. Pour étudier comment on pourrait faire. Alors une solution, c'est de garder du nucléaire qui peut moduler, ce qu'on appelle moduler, et qui est une énergie pilotable et qui donc peut intervenir au moment où on en a besoin. Et puis il y a d'autres solutions qui sont aussi sur la table et qui seront plus détaillées dans les mois qui viennent. Par exemple, avoir recours à la production d'hydrogène comme moyen de stock, avoir recours au biogaz, à la biomasse, avoir recours aussi à des moyens de stockage type hydroélectricité, donc ce qu'on appelle des STEP, des stations de pompage. Donc voilà, il y a plusieurs manières de faire. C'est vrai que c'est une difficulté, mais dans tous les cas, je pense qu'on peut faire sans arriver au blackout. C'est vrai qu'on va être en situation moins confortable qu'avant, et c'est pour ça aussi, parce qu'on est devant un défi énorme où à la fois il faut augmenter les usages de l'électricité et peut-être se passer du nucléaire s'il y a une décision qui est prise dans ce sens-là. Eh bien, il va falloir utiliser tous les potentiels qu'on a partout, utiliser l'éolien offshore, l'éolien onshore, enfin tout un tas de Anne de Bréjas, pardon de vous interrompre, mais The Economist, je crois que c'est l'été dernier, disait que si tous les pays développés en 1973 avaient fait le choix du tout nucléaire qui a été fait par Pierre Messmer, à l'époque le Premier ministre de Georges Pompidou, si tous les pays développés avaient fait le même choix, il n'y aurait pas eu de réchauffement climatique. Et là, vous êtes en train de m'expliquer que pour lutter contre le réchauffement climatique, on va choisir de se passer du nucléaire, qui est la seule énergie dont les émissions de CO2 sont pas plus hautes que celles des énergies renouvelables. À la différence près que le nucléaire, ça marche tout le temps, et pas les énergies renouvelables. Donc, comment se passer du nucléaire aujourd'hui ? C'est pour rouvrir le charbon ? C'est quoi le plan ? Ah non, sûrement pas. Non mais c'est sûr qu'effectivement, s'il y avait pas eu de moyens thermiques développés, qu'on avait fait le choix du nucléaire, on n'aurait pas de problème de réchauffement climatique. On aurait peut-être eu d'autres problèmes, mais en tout cas, c'est hors de question de continuer à avoir des énergies fossiles. Ça, il faut absolument s'en passer et de manière très urgente. Après, sur la question du nucléaire, on a sur la table des scénarios qui ont été mis, des scénarios sans énergie fossile, donc sans émission, ou qui atteignent la neutralité carbone et qui se passent du nucléaire. Il y a derrière des points technologiques qui sont un peu de l'innovation, sur lesquels il va falloir mener des études. Donc aujourd'hui, il y a des scénarios qui sont sur la table plutôt par des associations ou par l'ADEME, où il y a un scénario qui vient de sortir, des grandes lignes d'un scénario qui vient de sortir RTE, en alliance entre RTE et l'Agence internationale de l'énergie. Et encore une fois, il y a des scénarios très détaillés qui vont sortir là au printemps ou à l'automne prochain par RTE, qui étudient des options avec 50% de nucléaire et des options 100% renouvelables, mais qui atteignent aussi la neutralité carbone. Donc il y a des solutions, mais est-ce que c'est mieux que le nucléaire ? Ça, on verra quand on aura les scénarios et à chacun de juger. En fait, il n'y a pas d'énergie miraculeuse et sans risque et sans effet. Vous pouvez nous dire un mot de la géothermie ? Il y avait un projet à Strasbourg qui semble être arrêté maintenant.
C'était devenu la panacée, la géothermie, puis ça semble ne plus l'être. Oui, parce que ça a posé des problèmes je pense qu'il y a eu des problèmes techniques dans la manière dont ça a été fait, et ça a fait des tremblements de terre dans la région. Dans tous les scénarios, la géothermie n'apparaît pas comme un moyen de production majeur. Ça reste un petit moyen de production. Donc là encore, faut regarder au cas par cas s'il y a des façons de faire. Mais moi, je suis pas spécialiste de la question, mais en tout cas, ça restera forcément un moyen marginal. Dans tous les scénarios, ça paraît comme ça. Anne de Bréjas, on a bien compris, vous pensez qu'il faut renationaliser et qu'au fond, ça doit redevenir un service public, un seul tarif, tout le territoire, et que ce serait plus économique et plus efficace. Oui, absolument. Alors quand on dit renationaliser, il faut évidemment apprendre des erreurs du passé. Quand je dis que ça doit être public, c'est pas forcément tout centralisé. On peut réfléchir à des formes de décentralisation, en plus avec l'apparition d'énergie décentralisée, en sachant qu'il y aura une partie qui restera centralisée. Il faut réfléchir à un vrai contrôle citoyen sur cet opérateur public. Bon. Alors on peut l'appeler EDF. Hein. EDF a déjà été beaucoup transformé. Et quand j'entends Monsieur Boudié qui dit EDF a beau jeu de dire que c'est la concurrence, mais ils n'arrivent pas à produire Flamanville et puis ils font des activités internationales importantes, c'est vrai, mais c'est lié là aussi à la libéralisation du secteur. EDF s'est mis à avoir un objectif de grands oligopoles comme il y a dans toute l'Europe, avec un objectif de 50% du chiffre d'affaires à l'étranger, aux dépens du service public en France, ce qu'a déploré la fédération des collectivités territoriales qui gèrent les réseaux, qui possèdent les réseaux de distribution, en disant les investissements étrangers, c'est de l'argent qui n'a pas été mis dans les réseaux à une certaine époque, qui a produit une augmentation sensible du nombre de coupures sur le réseau de distribution. Quant à Flamanville, effectivement, on peut se demander aussi pourquoi une entreprise qui a su construire un parc nucléaire entier, sans parler du parc hydroélectrique, n'est plus capable aujourd'hui de faire une centrale nucléaire. Mais là encore, l'entreprise s'est profondément transformée. Il y a des chaînes de sous-traitance à n'en plus finir. Il y a 600 sous-traitants qui interviennent sur Flamanville, des niveaux jusqu'à 7 fois, 25 langues. Ça se passe mal, là encore, tirons-en le bilan. Mais ne disons pas que c'est l'entreprise publique qui a fait ça. EDF ne se comporte plus comme une entreprise publique. Elle est régie par les mêmes règles que les autres entreprises en concurrence, c'est-à-dire qu'elles doivent faire de la rentabilité à court terme. Elle n'a plus les moyens, elle doit respecter des ratios d'endettement qui sont complètement qui ne conviennent pas à des entreprises qui doivent investir sur 20, 30 ou 60 ans. Et puis juste pour finir, quand M. Boudié dit il faut bien que quelqu'un, on va demander aux contribuables de payer des investissements, il faut avoir recours au privé, mais enfin, à la fin, qui va payer? C'est forcément le public, c'est pas les investisseurs privés qui vont payer. Donc la vraie question, c'est est-ce que ça coûte plus cher avec du public ou avec du privé? Et là encore, la réponse est claire, ça coûte moins cher quand c'est des investissements publics. On peut faire des comparaisons internationales qu'on veut. EDF, monopole public, c'était peut-être un cas, mais c'était considéré comme un succès par tout le monde, y compris par ceux qui voulaient libéraliser en Angleterre, par exemple. Et aujourd'hui, c'était l'entreprise préférée des Français. Le prix de l'électricité était un des moins chers d'Europe, aussi pour le choix du nucléaire, mais aussi parce que ça fonctionnait très bien, la qualité était bien. Et aujourd'hui, on a considérablement dégradé le système. Et les usagers disent que c'est pas ils veulent pas choisir leur fournisseur, ils veulent qu'on leur livre une électricité au moindre prix et de qualité.